bienvenue sur Eudine Story. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec les Oscars 2024. Oscars qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, le 10 mars à partir de 1 h du matin en direct sur Canal+. Une catégorie égale un favori. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous me faire part de vos favoris par catégorie, à me dire s'il y a des nominations qui vous ont fait criser, s'il y a des oublis pour chaque catégorie. N'hésitez pas à m'en faire part. Et dites-moi tout simplement si vous êtes d'accord ou non avec mes favoris. Likez, partagez, abonnez-vous. La vidéo va se dérouler de cette manière. Je vais commencer par les catégories dont j'ai vu le moins de films. Vous verrez, c'est des catégories un petit peu plus obscures, entre guillemets. Donc c'est-à-dire les catégories documentaires, courts-métrages, tout ça. Et après, vous verrez, j'ai vu à peu près la totalité des films, puisqu'il y a seulement 2 films pour 2 catégories différentes que je n'ai pas vues, vous verrez. Mais sinon, c'est complet de chez complet. Je vais commencer du coup pour la catégorie dont j'ai moins le vu de film, c'est nomination pour le meilleur film documentaire. On a du coup Bobby Wine, The People President, réalisé par Christopher Sharp et Moises Bago. The Eternal Memory, réalisé par Maite Alberdi. Les Filles d'Olpha, réalisé par Kauter Ben Anya. To Kill a Tiger, réalisé par Ninja Pauja. Et 20 Days in Mariupol, réalisé par Mitzlav Chernov. C'est ce dernier que j'ai vu, donc vous comprenez que c'est le favori par défaut, mais je vais vous en parler un tout petit peu. C'est un film très coup de poing, très anxiogène, je trouve. On va directement dans le vif du sujet, donc ça parle évidemment de l'invasion russe à Mariupol, donc dans ses 20 premiers jours, c'est-à-dire du 1er mars au 20 mars. Et voilà, c'est très très anxiogène. C'est un documentaire que je n'ai pas pu regarder en une fois, ni en 2 fois d'ailleurs, je l'ai regardé vraiment en plusieurs fois, étant donné le contexte actuel, notamment avec cette guerre en Ukraine qui est vraiment à proximité, et on en parle assez constamment, plus ce qui se passe aussi en Palestine. Et c'est un film documentaire qui va droit au but, c'est-à-dire que voilà, on montre vraiment la réalité de la guerre et des conséquences qu'elle a, donc c'est-à-dire surtout sur ses citoyens, parce que c'est toujours malheureusement les civils qui prennent, donc la perte d'un enfant, la perte d'un proche, peu importe. On voit des morts, voilà, c'est pas fait pour tout le monde, vraiment sensible, s'abstenir. Moi, mon palpitant cardiaque, voilà, c'était vraiment quelque chose. J'ai trouvé que c'était vraiment très très anxiogène, angoissant, et donc quand même âme sensible, c'est vrai, s'abstenir. Mais en tout cas, je trouve que pour montrer la réalité de la guerre, voilà, et surtout, ce qui est dingue dans ce documentaire, c'est de voir à quel point en quelques jours, la ville qui était finalement une belle ville se dégrade et devient des ruines tout simplement en seulement une vingtaine de jours. Donc voilà, c'est très très coup de poing, et c'est mon favori par défaut, mais en tout cas c'est un documentaire vraiment excellent qui mérite je pense grandement sa nomination. Pour la seconde catégorie dont je n'ai vu que 2 films, c'est nomination pour le meilleur court-métrage de fiction. Il y a The After, réalisé par Missan Harriman et Nikki Betham, Invincible, réalisé par Vincent René Lorty, Knight of Fortune, réalisé par Laïci Likjar Nohar, Red, White et Blue, réalisé par Nasrin Choudiri, et The Wonderful Story of Henry Cigar, réalisé par Wes Anderson. J'en ai vu seulement 2. Il y a The After, que j'ai trouvé très très bien, qui est un film qui va droit au but dès le début, qui va nous mettre une grande claque émotionnelle dans ses 5 premières minutes, et qui a un sujet assez passionnant dans ces 10 autres minutes. Il fait quelque chose quand même émotionnellement de très correct pour 18 minutes. Ça marche très très bien. Ça parle notamment du deuil et voilà, le fait que ce soit compliqué justement de passer ce cap du deuil, mais pas que aussi, ça parle de la charge de surtravail, etc. C'est assez intéressant, vous verrez. Mais j'ai préféré Invincible, où on va suivre un jeune qui est en foyer de redressement, qui vraiment joue très très bien, voilà, et qui commence par une scène assez bien, où on va le présenter auprès de sa famille, où on sent qu'il se sent bien, il est calme, etc. Et il va retourner, en quelque sorte, être enfermé dans ce foyer de redressement, voilà, pour pouvoir plus tard éventuellement qu'il sorte. Et c'est un film vraiment bouleversant, où on sent que ce gamin a un vrai potentiel, mais qu'il a plein de choses, voilà, c'est une boule de nerfs quoi, et il a quelque chose qui s'en dégage. Et c'est un court-métrage qui finit vraiment qui finit vraiment d'une manière très très bouleversante. C'est une histoire vraie en plus, donc c'est assez bluffant, c'est très très bien filmé, ça va vraiment
voilà, ça s'écarte pas de son sujet, ça va vraiment à l'essentiel. C'est ce qui est bien avec les courts-métrages. Et donc, c'est pour ça que Invincible est pour moi mon favori, même si évidemment j'en ai vu que 2 sur 5. Je vais enchaîner avec nomination pour le meilleur court-métrage documentaire, dont j'ai vu 3 films. Il y a The ABC of Bookbinding, réalisé par Trish Adlesik, Nazenet Abtsergi et Shayla Nevis. The Barber of Little Rock, réalisé par John Hoffman et Christine Turner. Iceland in Between, réalisé par S. Leo Chining. The Last Repair Shop, réalisé par Chris Bowers et Ben Proudfoot. Et Nei Nei et Woi Po, réalisé par Sin Wang. Du coup, j'en ai vu 3. J'ai vu The Barber of Little Rock, Iceland in Between et The Last Repair Shop. The Last Repair Shop, c'est vraiment un très bon documentaire. Un court documentaire où on va suivre du coup le dernier repère qui vont réparer gratuitement en fait des instruments qui vont être distribués du coup pour les enfants américains qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des instruments. Et ce qui est sympa, c'est que on va suivre deux éléments différents, c'est-à-dire les enfants qui justement se servent des instruments et les adultes qui eux les réparent. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est les parcours des adultes, comment ils sont arrivés là. Et vraiment, c'est assez intéressant. En plus, on va les suivre à travers des histoires quand même assez atypiques pour certains, que je trouve vraiment passionnantes. Donc ouais, c'est un documentaire qui est disponible sur Disney+, qui marche très très bien. Et j'ai été moins convaincu par le deuxième, qui est Iceland in Between, qui du coup est un film sur Taïwan et sur justement la paix qui est là, mais est-ce que c'est une paix fictive ou non, avec voilà des plans sur Taïwan. Il va parler de son père, etc., de son grand-père, tout ça. Et alors oui, le documentaire est beau, mais c'est pas ce qui m'a le plus passionné. Et pour le dernier, c'est The Barber of Light of Rock, du coup, qui est donc un gars qui a ouvert un salon de coiffure à l'âge de 19 ans, qui en a fait quelque chose de géant. Et du coup, en fait, il s'est dit, bah je vais aider ceux qui ne peuvent pas avoir justement de crédit pour ouvrir leur propre société tout simplement, hein. Donc notamment les Afro-Américains qui se voient souvent refuser par les autres banques justement des crédits, et donc il va ouvrir tout simplement sa propre banque. Il y a aussi sa propre école de coiffure, et ouais, c'est très très intéressant, franchement. C'est sur YouTube, hein, c'est sur The New York Post, vous pouvez aller voir. Par contre c'est qu'en VO évidemment, mais franchement c'est très intéressant. J'ai trouvé ça assez ah ouais, assez bien. C'est assez bien expliqué, explicite, de comprendre justement qu'on donne pas, que les banques ne donnent leur chance qu'aux mêmes personnes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à un moment donné, on traverse un quartier résidentiel. Enfin, un ancien quartier où c'était des maisons toutes habitées là qui sont toutes abandonnées, et voilà, il compare ça avec un autre quartier où c'est peuplé de blancs, etc. Enfin, c'est assez bluffant à regarder, franchement. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et voilà, je suis partagé entre le documentaire sur les instruments et ceux qui les réparent et celui-ci, mais je vais quand même prendre celui-ci qui m'a plus marqué que le précédent. Et pour finir dans les catégories dont j'ai vu le moins de films, c'est nomination pour le meilleur court-métrage d'animation. Il y a Letter to a Pig, réalisé par Tal Kantor, 95 Cents, réalisé par Jared S. et Jerusha Is, Our Uniform, réalisé par Yegan Moghadam, Pachyderm, réalisé par Stéphanie Clément, War is Over, inspiré par la musique de John et Yoko, réalisé par Dave Moulos. Du coup, j'en ai vu seulement 3. 95 Cents est vraiment très très intéressant, puisque voilà, comme vous l'aurez compris, on va suivre les 5 sens à travers une histoire racontée par un monsieur, l'animation par un vieux monsieur d'ailleurs. L'animation est très très bien, parce que par ces 5 sens, il va raconter les conneries qu'il a faites pendant qu'il était jeune, et on va se rendre compte qu'il est en prison et qu'il va finir sur le couloir de la mort. Donc c'est très très intéressant, un excellent film d'animation. Ensuite il y a Pachyderm, qui est un court-métrage vraiment, là encore, assez coup de poing, qui a un sujet assez délicat et qui est justement amené d'une manière vraiment
Ouais, vraiment très très fine, très splendide, avec plein de nuances, c'est très très réfléchi je trouve, mais celui qui m'a le plus bluffé, c'est Letter to a Pig, voilà, qui est sur justement les juifs avec les nazis, où c'est un porc qui l'a sauvé, etc., avec une animation très particulière, avec des enfants qui n'en ont rien à foutre et qui se rendent pas compte de qu'est-ce que l'homme est en train de raconter, mais surtout avec un message assez particulier. On comprend que la vengeance, finalement, n'apporte rien. Enfin, voilà, il y a vraiment un côté comme ça. Il y a plusieurs messages dans ce film d'animation qui m'a vraiment, enfin dans ce court métrage d'animation, pardon, qui m'a vraiment bluffé, je trouve. Et c'est vraiment celui pour moi qui fonctionne le mieux, bien que les deux précédents sont aussi très très forts. C'est pour ça, du coup, que vous l'aurez compris, mon favori est Later to a Pig. Ensuite, il reste deux catégories, comme je le disais du coup, où il me manque malheureusement seulement un seul film. Il y a nomination pour le meilleur film international. Du coup, pour l'Allemagne, on a La Salle des profs, réalisé par Ilker Satak. En Italie, on a Moi Capitaine, réalisé par Matteo Garonne. On a au Japon Perfect Days, réalisé par Wim Wenders. En Espagne, on a Le Cercle des Neiges, réalisé par Bayona. Et en Angleterre, on a La Zone d'intérêt, réalisé par Jonathan Glazer. Je n'ai pas vu La Salle des profs. Je trouve que c'est une catégorie vraiment excellente où on a des films. Franchement, pour moi, c'est vraiment la meilleure catégorie. Ou, enfin, dans les autres catégories, c'est très très bien aussi. Mais là, franchement, je trouve que cette année, la catégorie meilleur film international est franchement mais au top du top quoi. Le Moi Capitaine m'a bouleversé, vraiment ça m'a mis les larmes à l'œil, hein, donc j'ai trouvé ça, c'est un film vraiment beau, c'est l'un de mes préférés films de l'année 2024. Je le trouve vraiment splendide, hein, qui est sur du coup la traversée des immigrés, voilà comment ça se passe, etc. Il y a des plans splendides, c'est vraiment déchirant par moments et ça va dans le vif du sujet. Hein, voilà, ça montre vraiment toutes les facettes du parcours d'un immigré en fait, hein, de tout ce qu'il a traversé pour arriver en Europe. Et ouais, c'est vraiment déchirant, je trouve. Franchement, Matteo Garonne a fait un excellent film. Ensuite, on a Perfect Days avec Wim Wenders, qui là aussi, on suit un monsieur qui a une vie rotondante, hein, finalement, hein, qui a une vie assez classique. Et voilà, on va aimer à suivre ce monsieur qui travaille comme nettoyeur de toilettes et qui a un message et un sujet assez intéressant à la fin, qui je trouve a une photographie aussi vraiment splendide. Et donc j'ai beaucoup aimé aussi ce film. Le Cercle des Neiges, j'en ai fait une critique, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et La Zone d'intérêt, qui est pour moi vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, encore une fois, j'ai fait aussi un film dessus. Alors je trouve que La Zone d'intérêt, c'est celui où c'est celui que je vais récompenser, même si malheureusement j'aurais bien aimé les autres, mais vraiment je trouve La Zone d'intérêt, mais voilà, c'est vraiment, mais c'est très très ingénieux la manière dont de nous montrer et de nous exposer les choses. Et ouais, c'est un film qui m'a à la fois énervé, bouleversé. Enfin, je suis passé vraiment par toutes les émotions dans ce film et j'ai trouvé ça mais tellement original et c'est mais tellement bien de raconter ce qui s'est passé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale de cette manière-là. Donc pour moi, Jonathan Glazer mérite que La Zone d'intérêt soit le meilleur film international. Pour la dernière catégorie où il me manque un film, c'est nomination pour le meilleur film d'animation, donc sont nommés Le Garçon et le Héron, réalisé par Hayao Miyazaki. Il y a Élémentaire, réalisé par Peterson et Denis Riam. Nimona, réalisé par Nick Bruno, Troy Ken, Karen Ryan et Julie Zachary. Mon ami robot, réalisé par Pablo Berger, Ibon Kormanzana, Iani Estapé et Sandra Tapia Diaz. Et pour finir, il y a Spider-Man Across the Spider-Verse, réalisé par Ken Powers, Justin Katobson, Phil Lord, Christopher Miller et Ami Pascal. Je n'ai pas vu, à ma grande déception, parce que bon, de ce qu'on a vu des Golden Globes, à mon avis, voilà, c'est peut-être celui qui va ressortir avec l'Oscar. C'est Le Garçon et le Héron. Oui, je n'ai pas vu le Miyazaki, malheureusement. Je n'ai pas eu le temps de le voir et je n'ai pas pu le rattraper. Ça me frustre tellement.
Mais du coup, j'ai quand même mon petit favori. Donc il y a Élémentaire, pour moi c'est vraiment pas le meilleur Pixar de ces dernières années, bien qu'il est bien mieux il est bien mieux que les deux Pixar précédents sortis sur la plateforme Disney+. Je trouve qu'il a un sujet très intéressant qui nous fait encore croire quand même à un univers qui est compliqué, je trouve, à aborder, à appréhender, parce que forcément l'eau, le feu, etc. ne vont pas vraiment ensemble, mais justement c'est le sujet du film, hein, voilà, la mixité, et voilà, j'ai trouvé quand même le film assez bluffant, qui a eu le public qu'il méritait au départ. De là à avoir l'Oscar, je ne pense pas. Il y a Nimona, que je n'ai vraiment pas apprécié pour le coup sur Netflix. Je suis passé complètement à côté de ce film d'animation, qui est certes très bien fait, mais dont l'histoire ne m'a pas parlé. Donc voilà, je suis passé à côté, et ça ne sera pas pour lui cette année. Il y a Spider-Man Across the Spider-Verse, dont vous pouvez aller voir la critique, qui a fini très très haut dans mon top, hein, qui est encore une fois bluffant en termes d'animation, ça t'en met plein la gueule. Franchement, ça va dans tous les sens, c'est encore plus poussé que le premier, je trouve. J'ai trouvé ça vraiment fantastique, c'était ouais, c'était vraiment bluffant. Mais le film d'animation qui m'a le plus choqué, c'est Mon ami robot. Merci les Oscars, parce que je serais passé à côté, hein. C'est ça aussi la magie des Oscars, c'est qu'on peut rattraper certains films. Et voilà, j'ai trouvé ce film d'animation c'est vraiment splendide. Donc ça parle de la solitude. C'est un film où nos personnages ne vont pas parler, ça va être que de la musique, donc on va tout comprendre par le biais des images, et ça franchement c'est cool quoi, ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça, et ouais, et ça marche très très bien, l'animation je l'adore, j'adore la finalité qui ne va pas là où vous pensez que le film va aller, franchement c'est assez sympa de ce côté-là, et ouais, ça va parler de plein de choses, mais notamment voilà de l'amitié, le fait d'être seul, de la solitude, tout ça, qu'est-ce que ça peut amener, de la séparation aussi. Voilà, ça parle d'énormément de choses, et j'ai adoré la BO, l'animation, les personnages qui sont présentés à l'écran, et le fait qu'il n'y ait pas de parole, ça marche très très bien. Franchement, j'ai adoré ce film d'animation, c'est pourquoi il est pour moi le favori. Et du coup on va passer, ça y est, aux catégories dont j'ai vu tous les films, donc ce qui va être plutôt pas mal. On a nomination pour la meilleure chanson originale, donc on a It Never Went Away par Jon Batiste dans American Symphony, on a I Am Just Ken par Ryan Gosling dans Barbie, What Has I Made For par Billie Eilish dans Barbie, The Fire Inside par Becky G dans Flamin' Hot, on a Wazaze, A Song for My People par Osage Tribal Singers dans Killer of the Flower Moon. Vous retrouvez toutes ces musiques bien sûr dans la description. Et du coup, voilà, on a du coup les musiques de Barbie qui sont certes très sympathiques. Franchement, j'ai bien aimé les musiques, j'avais passé un bon moment. Et celle de Ken me fait bien rire avec Ryan Gosling. Voilà, c'est après de là à donner l'Oscar, je ne pense pas. The Fire and Sandman pour Flamin' Hot, franchement, c'est pas la chanson que je retiendrai, bien qu'évidemment elle parle du sujet, elle est plutôt pas mal du sujet du film. D'ailleurs, le film mérite d'être vu, hein. Franchement, allez le voir, c'est sa seule nomination pour l'Oscar, mais ça mérite d'être vu. En plus, c'est réalisé par Eva Longoria, c'est sa première réalisation, je crois, et franchement, c'est très très bien réalisé pour le coup. On a, du coup, pour moi, ça va se partager entre deux chansons, donc ça va être It Never Went Away par Jon Batiste et A Song for My People par Osage Tribal Singers, que j'ai trouvé vraiment qui correspondait vraiment au thème abordé du film, hein, donc c'est-à-dire les Indiens, hein, voilà. On a vraiment cette thématique originale, c'est un thème que j'ai jamais entendu, et on a celui de Jon Batiste qui là pour le coup, voilà, son documentaire est quand même centré sur cette musique finale, bien que le documentaire aborde différents sujets. Le sujet principal, ça va être justement cette symphonie qui va vouloir rassembler par le biais de cette musique que j'ai trouvé franchement plutôt splendide. En plus, j'aime beaucoup la musique orchestrale. Mais c'est vrai que quand même, Song for My People fait beaucoup, je trouve, pour Killer of the Flower Moon. Franchement, la musique est excellente. On ressent vraiment tout le côté indien, tout ça. J'ai vraiment que ça correspondait au film. Donc c'est pour ça que pour moi, il mérite d'être le favori et de sortir avec l'Oscar. Pour la catégorie suivante, on enchaîne du coup avec la meilleure musique de film. On a American Fiction avec la musique de Laura Karpman.
On a Indiana Jones et le Cadran de la Destinée avec la musique de John Williams. On a Killer of the Flower Moon avec la musique de Robbie Robertson. On a Oppenheimer avec la musique de Ludwig Göransson. Et on a Pauvre créature avec la musique de Jerskin Fendrix. Alors, American Fiction, je ne me rappelle absolument pas de la musique, donc déjà ce n'est pas possible. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, par John Williams, oui, mais il n'y a rien vraiment d'original. Ça reprend certaines thématiques des autres Indiana Jones, et je trouve que par moment, la musique n'est pas utilisée au bon endroit, malheureusement. Voilà, c'est pas ce que je retiendrai pour le coup d'Indiana Jones. Killer of the Flower Moon, comme je disais pour la meilleure chanson, vraiment la BO franchement fait beaucoup pour le film. Franchement, elle rajoute énormément pour le film, je trouve. Elle est vraiment excellente. Je l'ai vraiment trouvé vraiment sympathique. Oppenheimer, là aussi, Ludwig Göransson fait encore un travail vraiment fabuleux. Et pour finir, Pauvre créature, eh ben je m'en rappelle plus. Donc c'est que franchement, finalement, je sais plus d'ailleurs si dans ma critique j'avais dit que la musique était bien ou pas, mais en tout cas, je ne me rappelle pas de la musique. Donc pour moi, ça se joue entre Oppenheimer et Killer of the Flower Moon, et ben je vais le donner à ce dernier parce que voilà, vraiment la musique, c'est la musique de l'année. Vraiment, j'ai été captivé par cette musique. Dès que le film a commencé et que cette BO est partie, je me suis dit ça y est, le film est pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que je lui donne la meilleure chanson à monsieur Robbie Robertson. On va continuer avec la catégorie des nominations pour le meilleur maquillage et coiffure. On a Golda réalisé par Guy Native, Maestro réalisé par Bradley Cooper, Oppenheimer réalisé par Christopher Nolan, Pauvre créature réalisé par Yorgos Lanthimos et Le Cercle des Neiges réalisé par Bayona. Pour moi, ce n'est pas Golda, d'ailleurs très bizarre que ce film a été nommé, c'est sa seule nomination, hein, donc sur le personnage de Golda, personnage israélienne, etc., dont les costumes sont des plus classiques, je trouve. Pareil pour Maestro, les costumes, les maquillages sont cool, certes, mais ça s'arrête là. Oppenheimer, c'est très très bien. En plus, il y a beaucoup de monde autour, donc voilà, il y a pas mal de costumes à faire. Ça marche très très bien. Les costumes d'époque sont très très bons. Pauvre créature, les costumes là aussi sont excellents. Hein, ces costumes baroques, etc., qui marchent très très bien. Ces coiffures aussi qui sont plutôt loufoques par moment, qui là aussi fonctionnent très très bien. Mais pour moi, franchement, étant donné que c'est meilleur maquillage et coiffure, c'est Bayona qui s'en sort à merveille. Voilà, les acteurs, voilà, je trouve que comment ils sont maigris, etc., c'est très 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 bien fait. C'est voilà, tu sens que c'est fait réellement, c'est pas fait à l'ordi, et tout ça c'est grâce au maquillage. Donc ouais, on sent vraiment leur amaigrissement au niveau du visage, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé de ce côté-là. C'est pour ça que pour moi doit être récompensé Le Cercle des Neiges. Ensuite, je vais continuer avec une nomination pour le meilleur son. On a The Creator réalisé par Gareth Edwards, Maestro réalisé par Bradley Cooper, Mission Impossible 7 partie 1 réalisé par Christopher McQuarrie, Oppenheimer réalisé par Christopher Nolan et La Zone d'intérêt réalisé par Jonathan Glazer. Déjà, c'est des films qui ont tous des sons vraiment exceptionnels, je trouve. Ce créateur, voilà, par son côté science-fiction, donc ça demande beaucoup d'effets au niveau du son, et ça marche très très bien, je trouve. Maestro, de par évidemment le biais de la musique, bien que pour moi c'est celui qui est un petit peu plus classique. On a Mission Impossible, partout, cette course-poursuite, etc. Il y a un vrai travail sur le son derrière, certes. Oppenheimer, alors là pour le coup, c'est vraiment compliqué, parce que pour moi ça va être entre Oppenheimer et La Zone d'intérêt, mais pour moi Oppenheimer marche très très bien niveau sonore. Enfin, franchement c'est incroyable, notamment quand la bombe elle pète, tout ça. Enfin, c'est vraiment ingénieux, je trouve, de ce côté-là. Mais pour moi, La Zone d'intérêt, c'est tout simplement logique qu'il gagne l'Oscar du meilleur son, puisque tout le travail est là-dessus. Hein. C'est un film où tout va être suggéré par le biais notamment sonore, enfin en tout cas une grosse partie par le son, et voilà, il y a un vrai travail là-dessus. Donc pour moi, s'il ne repart pas avec l'Oscar du meilleur son, c'est vraiment un mystère, voilà, tout simplement.
J'enchaîne ensuite avec la nomination pour les meilleurs effets visuels, The Creator réalisé par Gareth Edwards, Godzilla Minus One réalisé par Takeshi Yamazaki, Les Gardiens de la Galaxie 3 réalisé par James Gunn, Mission Impossible 7 partie 1 réalisé par Christopher McQuarrie et Napoléon réalisé par Ridley Scott. Napoléon, certes, les batailles sont plutôt splendides et ingénieuses, mais franchement, le film n'est pas non plus très très bon. Alors oui, tout est là, tout est palpable, et c'est bien fait au niveau des effets visuels, mais c'est pas celui que je retiendrai. Mission Impossible, là aussi, pour le coup, est très très bien fait. Il y a des scènes franchement assez splendides, notamment quand ce train va s'effondrer, etc. Donc oui, il y a beaucoup de scènes qui marche vraiment pas mal. Les Gardiens de la Galaxie 3, pour moi, c'est un vrai mystère. Oui, le film n'est pas moche. Certes, c'est peut-être le moins moche, justement, des MCU qu'on a vu ces derniers temps avec peut-être les Éternels, mais voilà, c'est pas non plus le film le plus beau visuellement, en tout cas au niveau des effets visuels, c'est pas celui qui m'a le plus bluffé, et pour moi ça se jouerait entre deux films, c'est The Creator, où là vraiment pour un film de science-fiction, tout a l'air palpable, les vaisseaux, tout, enfin franchement les effets visuels sont vraiment incroyables, mais surtout pour moi celui qui doit repartir avec l'Oscar du meilleur effet visuel, c'est Godzilla Minus One, quand on sait le budget du film, mais notamment par exemple cette scène de course-poursuite dans l'eau, dans le bateau, où on voit juste la tête de Godzilla, juste ça, hein. Ça c'est, et pourtant ça c'est, on le voit qu'une partie du corps, donc c'est ce qui coûte certes le moins cher et c'est ce qui demande le moins d'efforts au niveau des effets visuels, mais déjà c'est très bluffant, et en plus il y a tout le reste qui se passe dans la ville, etc. Non, pour moi c'est une grosse claque, et pour moi c'était une surprise qu'il le nomine, et c'est tant mieux, et pour moi il doit absolument repartir avec cet Oscar. Godzilla Minus One, vous l'aurez compris, est mon favori. Nomination pour les meilleurs costumes. On a Barbie pour Jacqueline Durand, Killer of the Flower Moon pour Jacqueline West, Napoléon pour Janty Yates et Dave Grossman, Oppenheimer pour Hélène Mirojnick, et Pauvre créature pour Holly Waddington. Alors déjà Barbie, on a tout le côté recréer justement la poupée Barbie à l'écran. Les costumes, je les ai trouvés vraiment génialissimes. Voilà, en plus les Barbie ont tous un costume assez différent. Pareil pour les Ken. De ce côté-là, c'est vraiment, je trouve, ouais, ils s'en sortent très très bien de ce côté-là. Killer of the Flower Moon, on va avoir certes tous les costumes d'époque. Pareil pour Oppenheimer et Napoléon. Pour moi, ça reste plus classique et un petit peu moins inventif que Pauvre créature et Barbie, parce que ça va jouer entre ces deux-là. Pauvre créature, lui aussi a vraiment des costumes qui va rajouter, comme je disais pour la catégorie maquillage et coiffure, qui va rajouter énormément pour ce côté baroque du film. Ça marche très très bien, mais c'est vrai que là je vais la donner à Barbie. Je trouve que les costumes font vraiment partie du film, et ouais, ça marche très très bien. J'ai vraiment adoré les costumes de Barbie. C'est pour ça que pour moi Barbie doit repartir avec les meilleurs costumes de film. Nomination pour les meilleurs décors. On a Barbie pour Sarah Greenwood et Katie Spencer, Killer of the Flower Moon pour Jack Fisk et Adam Willis, Napoléon pour Arthur Max, Ellie Griff, Oppenheimer pour Rudd de Jong et Claire Kaufman, et Pauvre créature pour James Price et Shona Is et Susak Mihalek. Alors déjà pour moi c'est pas Pauvre créature, d'ailleurs je l'avais dit dans ma critique, c'est ce qui fait beaucoup défaut au film. J'ai pas du tout été convaincu par ces décors derrière, qui font parfois un petit peu trop carton-pâte, enfin ouais, j'ai pas compris vers quel côté il est allé. Alors parfois ça marche très bien, et parfois visuellement c'est pas très beau, il y a un hic de ce côté-là, j'ai pas du tout été convaincu par ces décors, donc ça ne sera pas lui pour le coup. Napoléon a certes des décors, voilà, il y a des moments, des scènes de bataille assez géantes, assez grandes. On va aussi dans ses palais, etc. Mais voilà. Encore une fois, c'est pas dégueu, mais ça reste un peu trop classique. C'est comme les costumes qui sont très très bien pour ces films précédents, mais ça reste un petit peu trop classique, je trouve. Killer of the Flower Moon, il y a toutes ces baraques, enfin voilà, il y a tout le côté western d'époque qui a été reconstruit, donc j'ai vraiment adoré. Pareil pour Oppenheimer, où énormément de choses a été reconstruit, mais pour moi le film, si vous voulez,
c'est pas les décors non plus qui font de Oppenheimer ce qu'il est. Enfin, voilà, ce qui fait d'Oppenheimer un grand film, c'est pas forcément ces décors qui l'entourent. Oui, ça sert évidemment au film, hein, parce que c'est bien fait, c'est bien choisi. Par exemple, Killer of the Flower Moon, je trouve qu'ils sont un peu plus importants pour retranscrire ce côté western. Voilà, c'est un petit peu moins compliqué de retranscrire l'époque où ils sont dans Oppenheimer pour le coup. Et Barbie, il faut encore une fois, comme les costumes, tout retranscrire au niveau des décors. Des décors de la maison de Barbie, la maison de poupée Barbie, etc. Et moi ça j'ai adoré. Tout ce côté-là, c'est peut-être fake, carton-pâte un petit peu, mais je trouve que ça marche très très bien. Alors vraiment là je suis un petit peu déchiré entre Kill of the Flower Moon qui nous offre quand même quelque chose de palpable et vrai, Barbie qui nous offre un petit côté par contre carton-pâte, mais qui marche très très bien justement avec le thème de Barbie. Donc mon favori, allez, est Barbie, encore une fois, deuxième catégorie pour Barbie et les meilleurs décors. Nomination pour la meilleure photographie. On a El Conde pour Edward Lachman, Killer of the Flower Moon pour Rodrigo Prieto, Maestro pour Matthew Labitic, Pauvre créature pour Robbie Ryan, Oppenheimer pour Wout van Hoyteman. Alors El Conde c'est très très bien, en plus c'est du noir et blanc, donc forcément pour moi le film est seulement bon là-dessus d'ailleurs, voilà, sinon le reste c'est vraiment oubliable, c'est un film très très long, c'est sa seule nomination d'ailleurs. Maestro pour moi c'est pas vraiment ce que je retiendrai du film, la photographie. Oppenheimer, la photographie est exceptionnelle, elle est vraiment splendide. Pauvre créature, c'est pas non plus la photographie que je retiendrai, hein, ça rejoint un petit peu l'élément de décor. Voilà. En plus, c'est pas toujours très très clair visuellement, je trouve, par moment, hein, bien sûr que par moment. Et Killer of the Flower Moon de Rodrigo Prieto, c'est tout simplement magnifique. Hein. On a tous ces plans, toute cette photographie, ces plaines, tout ça. Voilà. Je suis vraiment partagé encore une fois entre Killer of the Flower Moon et Oppenheimer. Et pour moi, encore une catégorie qui va aller pour Killer of the Flower Moon. Nomination pour le meilleur montage. On a Anatomie d'une chute de Laurent Sénachel, Winter Break de Kevin Tent, Killer of the Flower Moon de Thelma Schoonmaker, Oppenheimer de Jennifer Lame et Pauvre créature de Yorgos Mavroparidis. Alors là, je suis vraiment partagé, mais je pense que ça serait Anatomie d'une chute, hein, par le biais justement du fait que ce soit un procès du coup, et donc on va resuivre on va repartir parfois en arrière, revenir sur le présent, etc. Par le biais justement de savoir ce qui s'est passé ou non. Voilà, donc pour moi c'est le film qui marche bien de ce côté-là pour le meilleur montage. Tous les films sont très très bien montés, il n'y a pas de problème. En plus ils ont vraiment de très bons rythmes et tout ça. Donc voilà, mais pour moi Anatomie d'une chute c'est vraiment celui qui ressort directement quand je vois tous les nommés. Winter Break, pas vraiment convaincu par ça. Après, Killer of the Flower Moon, Oppenheimer, c'est tellement des gros films qui sont pratiquement parfaits de point en point. En plus, Oppenheimer, au niveau du montage, on a ces allers-retours aussi. Mais c'est pour moi malheureusement ce qui a desservi le film. Je pense qu'il va le gagner parce que la plupart des gens ont aimé ce côté-là, hein, ce retour en noir et blanc, etc. Voilà, donc ce retour dans le passé, dans le présent, tout ça. Mais moi j'ai pas trouvé que c'était vraiment nécessaire. Donc voilà, je préfère le donner à Anatomie d'une chute à Laurent Sénachal. Donc voilà, en espérant qu'il reparte avec, mais c'est vrai que je pense que ça va repartir à Oppenheimer. Nomination pour le meilleur scénario original, on a Anatomie d'une chute écrit par Justine Triet et Arthur Harari, Winter Break écrit par David Emickson, Maestro écrit par Bradley Cooper et Josh Singer, May December écrit par Sammy Burch et Alex Mechanik, et Past Live écrit par Céline Song. Alors Anatomie d'une chute, on est sur un procès, ça marche beaucoup sur son scénario, hein, c'est ce qui fonctionne le plus, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus le scénario de l'année finalement, hein. J'étais d'ailleurs un petit peu déçu par Anatomie d'une chute, je vous le dis tout de suite, je m'attendais vraiment à quelque chose de... Mais c'est vrai qu'on est quand même tenu en haleine par ce procès pour savoir si oui ou non elle est la coupable, donc c'est assez intéressant de ce côté-là, hein, ça marche beaucoup là-dessus. De là, mériter un Oscar, moi je n'en suis pas convaincu. Winter Break, c'est pareil. C'est quelque chose de déjà vu et revu, je trouve, ce professeur, ce côté professeur, hein, ça m'a fait penser, bien sûr,
Au cercle des poètes disparus, voilà, c'est pour moi un classique. Le scénario certes marche très bien, mais ça reste du classicisme. Maestro, bah c'est pareil, hein, c'est un biopic des plus classiques. C'est assez étonnant d'ailleurs que Maestro a autant de nominations. May December, tout marche, hein, vous pouvez aller voir par ma critique, par le biais de scénario. Je trouve que le scénario est très très bien trouvé. Voilà, cette actrice qui va aller s'inspirer de celle qui elle va interpréter à l'écran, elle va s'intégrer à cette famille, et quand on va découvrir petit à petit par le biais de différents personnages la vie de cette famille, voilà, c'est pas mal du tout. Je trouve que ça marche vraiment du côté du scénario pour le coup, et Past Live, bah là aussi tout marche du côté du scénario. Voilà, je trouve que de suivre ces deux amis qui vont se séparer, puis se retrouver, etc. Pour moi, tout marche au niveau du scénario, qui est certes classique, mais qui est très très efficace. Et c'est pour ça que moi, je le donnerais à Past Live, qui m'a vraiment, conquis au niveau de son scénario. Donc, j'espère que il va le gagner. Il fallait y penser à ce genre d'histoire, voilà, avec des amis qui habitent à l'autre bout du monde. Enfin, des amoureux qui n'ont jamais pu vivre leur histoire d'amour finalement, et ça c'est très très bien trouvé je trouve, donc pour moi ça va à Past Life. Nomination pour le meilleur scénario adapté. On a American Fiction par Cord Jefferson, Barbie par Greta Gerwig et Noah Baumbach, Oppenheimer par Christopher Nolan, Pauvre créature par Tony McNamara, La zone d'intérêt par Jonathan Glazer. Je vais commencer par La zone d'intérêt qui, alors oui, est très très fort, la manière dont il raconte évidemment la Shoah, etc., la manière dont il l'a mis en scène. En revanche, c'est vrai que le scénario, c'est pas vraiment, enfin c'est pas l'histoire qu'on suit si vous voulez de ces personnages. Finalement, on suit seulement des personnes qui vivent au milieu de toute cette horreur. Enfin, en tout cas, ils s'en rendent plus compte. Enfin, ils se rendent même pas compte que c'est de l'horreur qui y a autour d'eux. Mais ouais, voilà, c'est pas vraiment l'histoire que tu suis en tant que telle, je trouve. Donc pour moi, ce n'est pas la zone d'intérêt. Pauvre créature, c'est vachement bien. Franchement, voilà, c'est l'adaptation d'un bouquin bon, que je n'ai pas lu, mais c'est vrai que je trouve que en termes d'adaptation, voilà, c'était vachement cool à suivre. J'ai bien aimé l'histoire. Oppenheimer, bah quand même, les 2 premières heures, voilà, c'est quand même dingue de réussir à captiver autant de monde dans un film de 3 heures sur un biopic d'un mec qui a créé la bombe atomique quand même. Et ça, faut le tenir en haleine. Faut dire que c'est quand même conquis énormément de personnes, dont moi, hein, pour ces 2 premières heures, encore une fois. Et ouais, c'est quand même fort de faire un biopic de 3 heures et de faire déplacer les foules pour ça, quoi. Donc, c'est que le scénario fonctionne. Barbie, c'est pas le scénario de l'année, hein, c'est quand même vachement manichéen et très classique. Et American Fiction aussi, c'est un film qui m'a beaucoup déçu, qui a pas mal de nominations et qui est finalement, alors oui, c'est plutôt cool, ça dénonce pas mal de choses, mais j'ai pas trouvé que le scénario non plus était vraiment exceptionnel. Donc c'est pour ça, vous l'aurez compris, je donne l'Oscar du meilleur scénario adapté à Oppenheimer, donc à Christopher Nolan. Nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle. On a Sterling K. Brown dans American Fiction, Robert De Niro dans Killer of the Flower Moon, Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, Ryan Gosling dans Barbie et Mark Ruffalo dans Pauvre créature. Alors déjà, tout de suite, Sterling K. Brown, je l'élimine tout de suite de American Fiction, tellement on le voit peu et il est tellement en retrait par rapport à tous ces autres acteurs nommés, mais véridiques. C'est vraiment un acteur qui est vraiment à côté, donc je ne comprends même pas sa nomination. On a ensuite Robert De Niro dans Killer of the Flower Moon, qui pour moi là fait une prestation qu'on n'a pas vue depuis longtemps, où c'est un méchant mais vraiment qu'on a envie de voir tomber, quoi. Il est vraiment plein de cruauté et il surjoue pas, si vous voulez, il est vraiment dans ce qu'on lui demande de faire, donc c'est très très bien. Robert Downey Jr., bah il joue très très bien, mais évidemment c'est le personnage que je n'ai pas aimé, c'est pour ça que je n'ai pas aimé cette dernière heure. Donc oui, il joue très très bien, il pourrait avoir l'Oscar, pas de problème, hein. Son jeu d'acteur est vraiment excellent. Et Ryan Gosling dans Barbie, j'ai trouvé ça très bien, mais ça ne mérite peut-être pas un Oscar non plus. Et Mark Ruffalo est très très bien dans Pauvre créature, hein. D'ailleurs je le disais dans ma critique, je trouve c'est toujours un excellent acteur de toute façon, Mark Ruffalo, mais pour moi c'est quand même en dessous de Robert Downey Jr. et de Robert De Niro, mais je le donne sans problème à Robert De Niro, qui pour moi franchement mérite cet Oscar. On ne l'a pas vu depuis longtemps
dans ce rôle-là. Mais je sens que ça va aller à Robert Downey Jr., à mon avis, ils vont le récompenser. Ensuite, nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle. On a Emily Blunt dans Oppenheimer, Danielle Brooks dans La couleur pourpre, America Ferrara dans Barbie, Jodie Foster dans Insubmersive, et Davin Joy Randolph dans Winter Break. Alors là, c'est le même constat. Oui, c'est rôle secondaire, mais quand même, par exemple, des America Ferrara qu'on voit quand même pas non plus énormément dans le film. Certes, c'est un personnage présent, mais voilà, c'est pas la prestation de l'année non plus. Davin Joy Randolph, elle joue très très bien, mais pour moi, on lui en donne pas assez dans Winter Break. C'est dommage. Emily Blunt, elle est bien dans Oppenheimer, mais pareil, c'est quand même pas. Je retiendrai par exemple plus Florence Pugh que Emily Blunt. Franchement, Emily Blunt, elle est en dessous pour moi. C'est pas l'actrice que je retiendrai le plus de Oppenheimer. Et ça va jouer entre Danielle Brooks dans La couleur pourpre, que vraiment, je trouve, vraiment, c'est ce que j'ai retenu du film, c'est sa prestation. Ouais, elle est vraiment là, elle a le débarque en femme forte et tout ça, qui voilà, qui martyrise son mari, enfin voilà, qui a le dessus sur son mari et tout ça. Elle le joue très très bien, je trouve. En plus, elle chante super bien, donc ouais, j'ai été vraiment bluffé par la prestation de Danielle Brooks et Jodie Foster dans Insubmersible, hein, dans Niad en français. Non, d'ailleurs, c'est en Niad en américain. Ouais, que j'ai trouvé, bah voilà, je trouve qu'elle est toujours au top de sa forme. J'ai trouvé sa prestation, franchement, on lui donne pas non plus un truc de dingue à faire, mais ce qu'on lui donne à faire, c'est très très bien. Mais je vais donner à Danielle Brooks, qui pour moi, franchement, livre une prestation. Franchement, chapeau, c'est vraiment que elle que je retiens de La couleur pourpre. Donc là, c'est parti, on rentre dans les plus grandes catégories, hein, donc dans les catégories finaux, avec nomination pour le meilleur acteur. On a Bradley Cooper dans Maestro, Colman Domingo dans Rustin, Paul Giamatti dans Winter Break, Cillian Murphy dans Oppenheimer et Jeffrey Wright dans American Fiction. Alors je suis très content pour Jeffrey Wright hein, dans American Fiction, hein, c'est très bien, j'adore cet acteur, mais je trouve pas que c'est sa meilleure prestation, hein, je trouve qu'il y en a des meilleurs, et il est correct si vous voulez, mais voilà. En plus on lui donne pas non plus un personnage où il va faire de grandes choses au niveau de l'acting, je trouve. Ça reste très correct, mais pour moi, malheureusement, c'est pas sa meilleure prestation. Colman Domingo, dans Rustin, c'est pareil. Alors, il joue très très bien. Je trouve qu'il le fait à merveille, ce Rustin. Mais j'aurais préféré, par exemple, le nommer, par exemple, dans La couleur pourpre, en acteur secondaire. Je trouve qu'il est plus marquant. Pourtant, là, c'est l'acteur principal, pour le coup. Mais ouais, j'aurais peut-être nommé quelqu'un d'autre pour le meilleur acteur. Je le trouve un petit peu en dessous, notamment, par exemple, l'acteur principal de Babylone. Voilà. Bradley Cooper, bah c'est bien, mais enfin voilà, Maestro, j'ai pas été convaincu, hein, vous l'aurez compris, j'ai pas trop compris. Il fait toujours le travail, hein, Bradley Cooper, c'est très correct, mais pour moi, ça reste en dessous Paul Giamatti dans Winter Break, qui est vraiment touchant et qui te brise le cœur, et de Cillian Murphy dans Oppenheimer, et pour moi, c'est lui qui doit avoir l'Oscar du meilleur acteur. Il porte Oppenheimer à bras levés, quoi. Je veux dire, c'est vraiment l'affiche du film. Enfin, c'est voilà, c'est lui qui fait beaucoup dans ce film, je trouve. Et voilà, bah, en plus, il est dans 90% d'un film de 3 heures, donc ouais. Et puis bah, là, c'est un excellent acteur et il mérite d'être récompensé. Voilà, donc pour moi, ce soir, enfin, pour moi, Cillian Murphy doit repartir avec la statue. Nomination pour la meilleure actrice. On a Annette Bening dans Insubmersible, Lily Gladstone dans Killer of the Flower Moon, Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, Carey Mulligan dans Maestro, Emma Stone dans Pauvre créature. Alors déjà, Carey Mulligan dans Maestro, on peut complètement l'oublier, ça pourrait être même un personnage secondaire si vous voulez. Non, c'est un mystère pour moi cette nomination pour le coup. Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, je l'ai trouvé vraiment très bien. Elle aurait pu, oui, elle peut prétendre éventuellement à gagner la statuette. Mais je trouve qu'il y a meilleur au-dessus d'elle, notamment Annette Bening qui joue très très bien encore une fois dans Insubmersible pour ce qu'on lui demande de faire. Je connaissais pas cette actrice, enfin j'ai dû peut-être la voir, mais c'est vrai que c'est la première fois que je la voyais dans un premier rôle et je l'ai trouvée ouais vraiment bluffante dans son rôle. Mais pour moi au-dessus il y a quand même Emma Stone dans Pauvre créature et Lily Gladstone dans Killer of the Flower Moon. Voilà, ce qu'on demande à faire à Emma Stone, c'est très très fort. Je trouve qu'elle le fait à merveille. J'aime beaucoup sa prestation justement de adulte qui découvre le monde qui l'entoure. Voilà, cet adulte un petit peu bête, etc., un petit peu naïf. Elle le joue très très bien, je trouve. Très bon jeu d'acteur. Mais pour moi, celle qui crève l'écran, c'est Lily Gladstone. Hein. On a envie qu'elle s'en sorte par le biais de son jeu d'acteur qui
cette actrice qui, enfin, c'est dans son rôle en tout cas, qui voit cette famille se décimer autour d'elle, qui est bouleversée par ce qui se passe. Ouais, je la trouve exceptionnelle dans ce film. Donc pour moi, c'est elle qui doit repartir avec l'Oscar de la meilleure actrice. Nomination pour la meilleure réalisation. On a Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese pour Killer of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Pauvre créature et Jonathan Glazer pour La zone d'intérêt. Pour moi, déjà, on peut totalement éliminer Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Oui, c'est un film très bien monté. Oui, il y a un très bon... Enfin voilà, comme je disais, il y a un très bon montage. Le scénario est quand même vachement cool puisqu'il te tient en haleine, comme je disais. Mais la réalisation, quand même, est des plus classiques, quoi. Je veux dire, il y a rien de fou à se mettre sous la dent. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas elle qui mérite la meilleure réalisation. Ensuite, Yorgos Lanthimos, c'est pas mal, hein, il arrive bien à retransmettre ce côté baroque, tout ça, il y a des moments quand même assez de fulgurance dans le film, je trouve. Mais ça reste quand même en dessous des 3 derniers films, donc Jonathan Glazer avec La zone d'intérêt, Christopher Nolan avec Oppenheimer et Martin Scorsese avec Killer of the Flower Moon. Hein. Scorsese, encore une fois, arrive à nous montrer qu'avec Killer of the Flower Moon, il sait faire encore des merveilles. Enfin, il y a des plans, des timings, il y a des choses dans le film qui m'ont complètement bluffé. Jonathan Glazer, bah comme je disais, hein, voilà, tout le travail qu'il a fait autour du son, etc. Et tout ce qui va être suggéré aussi visuellement, parce qu'il y a vraiment de la mise en scène dans ce film, c'est très 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 intéressant. Mais pour moi, celui qui crève l'écran, c'est quand même Christopher Nolan avec Oppenheimer. Ce qui m'a vraiment bluffé, encore une fois, c'est cette bombe, quoi, quand elle va péter. Moi personnellement, je n'ai jamais vu ça au cinéma, et ces 2 premières heures, il y a une espèce de montée en puissance dans le film, je trouve, qui est là, quoi, qui est palpable jusqu'à ce qu'il teste cette bombe. Ouais, je me suis pris une grande claque quand même en termes de réalisation. Honte à moi de pas l'avoir mis dans mon top 10 quand même. Mais voilà. Christopher Nolan pour Oppenheimer, il faut qu'il reparte avec cette statuette. Et pour finir, nomination pour meilleur film. Donc on a American Fiction, on a Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Life, Pauvre créature et La zone d'intérêt. Pour moi, American Fiction est un film très classique, avec un sujet certes fort, mais qui ne mérite pas une statuette. Anatomie d'une chute, là aussi, est un film de procès qui certes nous tient en haleine, mais qui ne mérite pas non plus la statue de meilleur film. Barbie, ça ne mérite pas la statuette de l'Oscar, faut pas déconner non plus. C'est très bien, c'était très bien, c'était marrant, c'est fun, mais ça ne mérite pas pour moi une statuette. Winter Break, comme je disais, c'est quand même bouleversant, c'est touchant, il y a pas mal d'émotions, on s'attache facilement au personnage, mais c'est une histoire qu'on a déjà vue, donc pour moi ça ne mérite pas l'Oscar du meilleur film. Maestro, c'est un biopic des plus classiques, surtout quand on voit le mastodonte qu'il y a à côté en termes de biopic, à savoir Oppenheimer. Pauvre créature, pour moi, c'est très bien, en tout cas pour ce qu'il a proposé. De là à aller chercher une statuette, je ne pense pas non plus. Past Life, c'est excellent en termes de scénario, ça reste très plat, je trouve, en termes de mise en scène, ça se repose beaucoup sur son jeu d'acteur aussi. Voilà, donc c'est pas le meilleur film, mais en tout cas c'est un film qui marche vraiment très bien, que j'aime beaucoup, hein. C'est un peu un film doudou, je trouve, il a vraiment un côté réconfortant, ce film. On a ensuite Oppenheimer, qui pour moi, comme je disais, est un excellent film, certes, mais la dernière heure m'a saoulé encore une fois, je le répète et je le redis, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le revoie une deuxième fois quand même, je l'ai pas encore fait, mais c'est pour moi pas lui qui va gagner le meilleur film, enfin en tout cas je le donnerai pas à lui. Et ça se finit entre Killer of the Flower Moon et La zone d'intérêt, mais pour moi le film qui mérite vraiment d'être le meilleur film de l'année, c'est La zone d'intérêt, par son inventivité, son sujet qui est vraiment dramatique et bouleversant. Et ouais, voilà, pour moi, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer doit repartir avec le meilleur film, tout simplement parce que c'est de l'inédit, voilà. C'est celui qui apporte quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi, parmi tous ces autres films. Je trouve que il a ce quelque chose en plus et qui bouleverse, quoi. Je veux dire, c'est un film vraiment déchirant, bouleversant, et où tu passes encore une fois par toutes les émotions qui certes
ce n'est pas le scénario qui nous intéresse le plus, mais je trouve quand même que voilà, c'est vraiment pour moi la claque, c'est la claque pour moi, voilà, de tous ces films, c'est la grosse claque, c'est celui au-dessus, bien que Killer of the Flower Moon aussi aurait pu l'emporter de peu. Voilà, vous l'aurez compris, celui qui a le plus de nominations, je pense que c'est Killer of the Flower Moon. Il y a des films, voilà, hein, que j'ai peut-être un petit peu sous-cotés, comme Oppenheimer. Hein, voilà, donc dites-moi vous dans les commentaires pour qui, encore une fois, vous votez. Hein, quels sont vos favoris pour les Oscars 2024 ? Faites votre choix dans les commentaires. Likez, partagez et abonnez-vous. Et bien sûr, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.